Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français et l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président fondateur des éditions du petitjournal.com. Merci, vous êtes nombreux à vous être inscrits donc sur la thématique aujourd'hui, investir en SCPI, quels avantages pour les expatriés. On va passer une petite heure ensemble pour répondre à cette question. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui comme intervenant Antoine Ferraillon, qui est le directeur de MoneyOne. Bonjour Antoine. Bonjour Hervé. Alors, bonjour à tous les internautes. Donc, comme je le disais, on part pour une petite heure ensemble. Ce webinaire sera disponible quelques instants après la fin en replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci, vous n'aurez rien raté. Vous pourrez le revoir en replay. Vous pourrez également le partager avec vos connaissances, vos amis. Il y aurait aussi un article dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, pas de souci. Vous ne manquerez rien. Mais surtout, évidemment, vous êtes là pour poser vos questions. On a la chance d'avoir Antoine avec nous pendant une petite heure. C'est le moment d'en profiter. Donc, il y a un petit onglet questions qui est en bas à droite. Il y a aussi un petit onglet chat. Donc, c'est comme vous voulez. Mais moi, j'ai tendance à utiliser le petit onglet questions. Vous voyez, je vous mets un petit bonjour. Donc, bonjour à tous. Faites-nous un petit signe. Dites-nous un petit peu où vous êtes. Je vois qu'il y a Thomas, Florian, Cédric, David, Patrice, on a d'autres, Caroline, Emma, Eleni. Allez, dites-nous un petit peu où vous êtes. Faites-nous voyager. Là, souvent, ça nous fait faire un joli petit tour du monde. En plus, comme ça, on voit que le petit onglet questions, le petit onglet chat, il fonctionne bien. Et puis surtout, évidemment, posez bien vos questions autour de cette thématique des SCPI, de l'investissement sur l'immobilier, mais particulièrement évidemment sur les SCPI. Voilà, on a les premiers Florian qui est au Vietnam. Voilà, c'est la fin de journée au Vietnam. Ravi, merci Florian. Faites-nous signe les autres. Qui est-ce qu'on a d'autre sur le chat? Allez, on a Florence qui est à Aberdeen en Écosse. On espère que il fait pas encore trop froid à Aberdeen. Bienvenue Florence, bienvenue à tous. Allez, Caroline, elle est au UK. Thomas, il est en Chine. Emma à Barcelone, bienvenue à tous. Je vais d'abord passer la parole à Antoine pour qu'il se présente et qu'il nous présente un petit peu aussi MoneyOne, ce que c'est, puis un petit peu son histoire. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet et dans les questions. Vas-y, je te passe la parole, Antoine. Super Hervé, merci à toi, merci de l'accueil, ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc comme le disait Hervé, moi je suis Antoine Ferraillan, directeur de la plateforme MoneyOne, moneyone.fr, qui est une plateforme de distribution de produits d'épargne qu'on a été créée en 2016 et on a été incubé par une société de gestion qui s'appelle La Française AM et qui est un des leaders en termes de gestion immobilière à travers les SCPI. Donc, comme je vous le disais, on a été créé en 2016. On a aujourd'hui quasiment 30 000 clients qui nous ont confié un peu plus, quasiment 1,4 milliard d'actifs. Donc, on commence à être un acteur de référence sur le marché français. Et comme je vous le disais, comme on est détenu par une société de gestion dont le cœur de métier est la gestion immobilière, le premier produit qu'on distribue et à travers lequel on s'est fait connaître, c'est évidemment la SCPI. Et aujourd'hui, on cherche à également compléter notre gamme à travers de l'assurance vie, du plan épargne retraite, qui sont avec la SCPI les trois, je dirais, grands produits d'épargne qui sont recherchés par les investisseurs et les épargnants français, puisqu'ils répondent tout bonnement à la quasi-totalité des problématiques patrimoniales que peuvent rencontrer, que vous pouvez rencontrer et que peuvent rencontrer nos clients. D'accord. Donc, tu parlais de plateforme, c'est-à-dire qu'en fait, une de vos spécificités, c'est que c'est l'accès en ligne en fait pour les internautes. C'est bien ça? Exactement. On a développé des parcours qui permettent à tous nos clients prospects de rentrer dans un tunnel de souscription, un tunnel d'achat, comme sur n'importe quel, site e-commerce. Alors, c'est un petit peu plus long que d'acheter une télé ou autre, parce qu'il y a un petit peu… On va vous demander quelques questions sur vous, votre patrimoine, pour vous, à des fins de vous donner le meilleur conseil possible. Mais oui, c'est accessible partout dans le monde depuis son canapé. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de souscrire seul comme des grands parce que vous connaissez le produit et vous savez comment il fonctionne. Ou si vous avez besoin d'être accompagné, on a également des conseillers patrimoniaux qui sont là pour répondre à l'ensemble de vos questions.
Parfait. Allez, les internautes, posez bien justement vos questions. Ça passe assez vite l'heure ensemble. J'ai l'habitude d'animer des webinars, donc soyez pas timides. Profitez, c'est le moment de poser vos questions. Vous avez peut-être vous avez certainement des questions spécifiques, que ce soit lié à votre situation personnelle, à vos projets, à votre entourage ou selon où vous êtes aussi. Donc, n'hésitez pas, bien entendu. Antoine est là pour ça. Peut-être, Antoine, tu pourrais nous parler un petit peu, avant d'entrer aussi un petit peu plus dans le vif du sujet, un petit peu du contexte actuel du marché, parce qu'on a vu que le marché de l'immobilier était compliqué depuis 2 ans particulièrement. On a l'impression en revanche que ça se retourne un peu, que notamment on a vu évoluer les taux. Est-ce que quelle est un petit peu ton opinion, ton analyse sur le marché? Alors, comme tu le disais, Hervé, effectivement, le marché de l'immobilier, il sort de 2 années compliquées du fait de l'augmentation rapide des taux. Les taux, quand ils augmentent, c'est jamais bon pour le marché immobilier. Et surtout quand ils augmentent de manière aussi rapide sur un laps de temps très court. Donc ça, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais c'était en réaction à une inflation très importante. Les banques centrales ont dû justement rehausser les niveaux de taux et ils l'ont fait de manière très rapide. On a pris quasiment 4% en 18 mois. Et ça, pour l'immobilier, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout quand ça répond à un contexte inflationniste. On est aujourd'hui fin 2024, on va entamer une nouvelle année où on a vu qu'on a eu 2 baisses de taux consécutives. Et donc ça peut effectivement donner de l'élan et un nouveau souffle au marché immobilier. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, cette hausse des taux, elle a eu pour conséquence justement la baisse de l'immobilier. La SCPI, on reviendra peut-être dans le détail tout à l'heure, mais une SCPI, c'est, tout bonnement, comme un appartement, comme une maison, c'est du marché immobilier. Alors c'est un marché immobilier locatif de bureaux principalement, donc ça répond pas tout à fait au même code que l'immobilier d'habitation. Par contre, en termes de valorisation, ça répond, ça reste de l'immobilier. Donc, quand les taux augmentent, il y a de moins en moins d'acheteurs parce que les banques délivrent de moins en moins de crédits. Et donc, on a une tension sur le marché avec un niveau d'offre qui est supérieur à la demande, ce qui fait qu'on a de facto des prix qui viennent se tasser. La SCPI, c'est à peu près la même chose. On a ce qu'on appelle des valeurs d'expertise. Et ces valeurs d'expertise, elles sont revues de manière annuelle. Et avec cette augmentation de taux importante, on a également eu les autorités des marchés financiers qui ont demandé à toutes les sociétés de gestion de France de revoir justement ces valeurs d'expertise liées à la hausse des taux. Et donc, la SCPI n'a pas été, je dirais, épargnée, comme c'est un actif immobilier, eh bien, elle a vu la valeur de ses actifs baisser. C'est ce qui, aujourd'hui, à l'aube, je dirais, d'un nouveau souffle sur le marché des taux avec une baisse qui a été entamée, c'est ce qui est le point intéressant. Quand on regarde un petit peu en arrière, on a vécu 10 années de hausse consécutive sur le marché de l'immobilier, avec des valeurs d'actifs qui, eux, ne faisaient que grimper. Avoir 2 ans de baisse et des baisses qui ont été sur certaines SCPI très importantes, hein, on parle malgré tout de baisses qui peuvent aller de moins 15 à moins 30% sur la valeur des actifs. Donc ça, c'est pas rien quand on est investi dans le produit. Et d'ailleurs, si vous êtes investi dans des produits, je pourrais répondre à vos questions. Mais quand on n'est pas investi sur le produit, c'est comme toute classe d'actifs. Il est plus intéressant de rentrer sur un marché qui vient de se revaloriser à la baisse, parce qu'on a des valeurs qui sont plus saines par rapport à la réalité économique justement du pays qui détiennent ces actifs. Moi, je préfère acheter... je vais refaire le parallèle avec un appartement. Je préfère acheter un appartement quand le prix au mètre carré est sur un point bas, plutôt que de l'acheter au maximum de sa valorisation. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où la quasi-totalité des SCPI du marché ont justement vu leur valorisation baisser. Et donc, il est intéressant aujourd'hui de se dire, on vient de vivre 2 années 10 années de hausse suivies de 2 années de baisse importante. Est-ce que demain, avec ce nouveau cycle de baisse des taux, l'immobilier et notamment la SCPI ne va pas redevenir un actif, je dirais,
enfin, déjà, et s'est assaini au niveau de ces valorisations. Ça, c'est un premier point qu'il faut vraiment avoir en tête. Et puis, derrière, la SCPI est un produit de distribution et de portage à long terme, entre guillemets. Quand vous achetez de la SCPI, vous n'achetez pas de la SCPI pour 1 an. Vous achetez de la SCPI. La durée de détention conseillée de ce produit-là par les autorités de marché financier, elle est de 8 ans. Donc, quand on achète de la SCPI, on vise un rendement trimestriel, puisque c'est un produit qui va vous distribuer des rendements, mais on vise également une détention long terme. Donc, dans le contexte actuel, se positionner sur un produit qui a vu sa valorisation baisser parfois de 30%, dans une logique de détention long terme, avec l'intention de toucher justement des loyers, à l'heure où on se parle, c'est plus intéressant début 2025 que ça ne l'a été en début 2022, par exemple. Ouais. Donc finalement, c'est une forme de correction presque salutaire, et ça permet aujourd'hui d'arriver à un moment où on peut espérer sur un bon rebond. Antoine, peut-être juste redonne-nous une petite définition de ce que c'est la SCPI, ce que c'est exactement, comment ça fonctionne, et après on répond à Isabelle, Florence et Florian, je crois, qui Ok, aucun problème. La SCPI, Société civile de placement immobilier. Alors, ça peut être barbare quand on le dit comme ça. Mais en fait, il faut voir ça, alors je vous le disais, comme un produit de distribution. C'est un produit qui a vocation à vous distribuer des loyers. Et en fait, un gérant de SCPI, qu'est-ce qu'il va faire? Je refais le parallèle avec un appartement. Imaginez que vous achetiez un appartement dans lequel vous allez mettre un locataire. Ce locataire va vous verser des loyers de manière mensuelle. La SCPI, on est dans le mécanisme sur exactement les mêmes choses. C'est-à-dire qu'un gérant, au lieu d'acheter un appartement, il va acheter plusieurs tours d'immeubles dans lesquels il va y mettre des bureaux, par exemple, mais on a des SCPI qui se déclinent sur tout type de secteur. Le bureau, comme je le disais, la santé, la logistique, le commerce, l'hôtellerie. Voilà, il y a énormément de secteurs d'investissement différents. Et ce gérant, il va acheter des actifs, il va mettre des locataires dedans et il va toucher le fruit de ses loyers. Et le gérant, il va redistribuer ses loyers à ses associés. Donc en fait, c'est un produit qui va venir mutualiser l'investissement, puisque les SCPI, en fonction de leur taille, elles peuvent gérer 100, 1000, 5000 immeubles avec 100, 2000 ou 5000 locataires. Donc, c'est une diversification. Par essence, c'est un produit de diversification qui va permettre d'investir, alors une diversification totale, puisque elle peut être géographique, elle peut être, je vous le disais, dédiée à certains secteurs d'activité. Oui. Mais par exemple, un gérant de SCPI de bureau, eh bien, ses locataires, ils peuvent travailler dans n'importe quel type de secteur d'activité. Donc, il y a une diversification qui est totale et qui permet justement de mutualiser le risque, puisque je reprends mon exemple, j'achète un appartement, je mets un locataire, ce locataire ne paye pas le loyer, ça arrive, eh bien, vous vous trouvez dans une situation qui peut être délicate. Si vous avez acheté votre appartement à crédit et que vous comptiez sur le loyer de votre locataire pour venir amortir une partie de ce crédit, s'il ne vous paye pas, vous pouvez vous retrouver dans une situation qui est délicate. La SCPI, vous avez autant de locataires que d'immeubles. Donc, avant que vous ayez, 1000 locataires qui ne vous payent pas en même temps, je fais exprès de prendre des exemples, improbables pour que vous matérialisez un peu le produit. C'est jamais arrivé d'avoir sur 1000 locataires qui ne payent pas. Donc, de facto, ça vient mutualiser l'investissement de chaque associé et de facto mutualiser le risque. Alors après, ce n'est pas un produit qui est à 100% capital garanti, il faut le comprendre également. Mais c'est un produit qui a vocation à vous distribuer les loyers. Et donc, ces loyers vous sont versés de manière trimestrielle. Et la SCPI, c'est un... Alors, vous pouvez l'acquérir en direct, c'est-à-dire vous achetez des parts et vous avez une attestation de propriété de parts. Vous ne passez pas chez le notaire, pour reprendre le comparable avec l'achat d'un appartement, mais vous avez une attestation de propriété de part. Et cette SCPI, elle peut s'acquérir de multiples façons. Vous pouvez l'acheter à crédit, vu que c'est de l'immobilier. Vous pouvez l'acheter en démembrement, nu propriétaire, usufruit. Vous pouvez le loger dans un contrat d'assurance vie. Donc c'est assez... et ça répond à pas mal de problématiques, notamment sur la fiscalité, puisque
l'immobilier, c'est du revenu foncier qui est assez taxé quand même, à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus CSG, CRDS. Donc, en fonction de votre situation, ça peut être important. Mais il y a des astuces pour justement détenir ce type de produit-là et venir atténuer le frottement fiscal. La nue propriété en est un. Acheter à crédit en est une autre, avec la déduction des intérêts d'emprunt, etc., etc. Merci Antoine. Allez, on va passer aux questions des internautes. Je les prends un peu au fil de l'eau, hein, donc, ouais. Mais c'est ce qui est intéressant. Puis de toute façon, vraiment l'idée, c'est pouvoir aborder tous les points. Allez, Isabelle, elle dit, j'ai acheté un appartement en Andalousie à titre personnel. Est-ce que je peux transformer mon achat en SCPI et quel serait l'avantage, sachant que je paye mes impôts ici en Espagne? Alors, voilà, je te livre la question telle qu'elle. Ok. Alors, transformer votre achat en SCPI, non. La SCPI, c'est un statut qui est bien particulier et puis surtout les SCPI se font, comme je vous le disais, à très grande échelle. Maintenant, dans le mécanisme, c'est à peu près, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais vous achetez un appartement et vous touchez des loyers. Mais ce ne sera pas une société civile. Il y a certains montages qui vous permettent de faire ça en France, de l'intégrer par exemple dans une SCI familiale ou autre en fonction de vos projets. Mais créer une SCPI, c'est très coûteux. Il faut avoir le statut de société de gestion. Et ça c'est réservé, aux professionnels, entre guillemets, les sociétés de gestion françaises. Et sur la seconde question, quels sont mes avantages, sachant que je paye mes impôts ici en Espagne? Eh bien, je ne connais pas exactement quel est le régime fiscal sur le revenu foncier en Espagne. Ce dont je suis quasi certain, c'est qu'il est quand même, à mon avis, mieux disant que celui que vous avez en France. Donc, effectivement, toucher du revenu foncier sous un régime espagnol, s'il est mieux disant que le régime et l'imposition sur les revenus fonciers français, vous avez tout intérêt à le faire en Espagne. Maintenant, si vous achetez des SCPI en tant qu'expatriée française résidente en Espagne, là, il faut regarder quelles sont les conventions entre la France et l'Espagne pour voir comment se situe le frottement fiscal entre la France et l'Espagne. Par exemple, en Allemagne, les revenus fonciers sont imposés à la source. Donc, quand vous investissez sur une SCPI allemande, par exemple, et que le fruit, justement, de ces loyers est distribué, étant donné qu'ils sont déjà taxés en Allemagne, lorsque les loyers reviennent en France, il n'y a pas de système de double imposition entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est intéressant, de facto, puisque le niveau d'impôt sur le revenu foncier allemand est inférieur à celui français. Donc, c'est une des manières également d'optimiser et de s'optimiser fiscalement lorsque l'on fait de l'immobilier à travers la SCPI. Allez, on prend une question alors, il y a deux David qui posent pas tout à fait la même question, mais c'est pas loin. Donc, un des David demande, acheter des parts en SCPI à crédit est un parcours du combattant pour les expats. Alors, est-ce que vous avez des solutions? Donc, je pense qu'il faudra emprunter pour pouvoir acheter des parts de SCPI. Ouais. Et David demande, est-ce que les non-résidents peuvent souscrire en SCPI? Alors, j'imagine que oui. Mais alors, oui, ils le peuvent. Il y a certains... et là, je ne sais pas, Hervé, si tu transmettras mon mail ou autre. Oui, bien sûr. Vous allez recevoir de l'information, bien sûr. Problème. Il y a autant de cas particuliers qu'il y a de pays. Donc là-dessus, on a une procédure qui est détaillée pour justement vous dire en fonction du pays dans lequel vous êtes si ce sera accepté ou non. Il y a certains pays qui aujourd'hui sont malheureusement non acceptés par les autorités de marché. Et donc, de facto, on bloquera, même si vous êtes français, là-bas. Pour la seconde question, acheter des SCPI à crédit. Alors oui, nous, on a une solution qui est intégrée. On a une banque qui s'appelle Monabank qui finance l'intégralité des parts de SCPI que propose MoneyOne. Et donc, en fait, l'avantage que vous avez, c'est que le produit aujourd'hui est validé par la cellule risque de la banque. C'est-à-dire que la banque a étudié le produit et estime qu'elle peut avoir une confiance dans la gestion de ce produit-là. Donc,
l'analyse va plutôt résider sur la solvabilité de l'épargnant et non pas sur la capacité du produit à tenir dans le temps. Ça a été une première étape qui a été validée. Ensuite, ils vont regarder comment vous êtes solvable ou non. Et là, c'est pareil. Ils vont regarder en fonction du pays dans lequel vous êtes et regarder si vous êtes éligible. Alors justement, Florian demande à peu près à combien se porte l'apport auprès de l'établissement pour pouvoir réaliser le prêt. Combien Alors, la banque demande un apport de 10%. Donc, si vous voulez investir 50 000 euros, par exemple, vous apportez 5 000 et ils vous prêtent le delta pour investir une totalité qui est de 50. Ok. Alors Florian, lui, il est au Vietnam. Je ne sais pas si c'est. J'ai pas tous les cas. J'imagine que l'idée, c'est pas. C'est des demandes que l'on peut faire auprès de la banque. Et puis, si la banque refuse, il y a également des courtiers. Pardon, j'ai eu un coup de fil. Je viens de le couper. Il y a également des courtiers spécialisés également avec qui on peut rentrer en relation pour justement étudier les dossiers et les cas particuliers. C'est vrai établissement, il y a des établissements qui sont plus souples que d'autres, avec des règles qui peuvent varier en fonction des établissements. Donc ça, et je comprends votre frustration entre guillemets et le parcours du combattant auquel vous pouvez être confronté en fonction de l'établissement avec qui vous échangez. Allez, on continue avec les questions. On a Florence qui demande, en fait, qui aborde le sujet plutôt de la transmission. Elle dit comment rester en France afin de pouvoir transmettre à ses enfants quand on est résident en Grande-Bretagne de longue date. Elle évoque notamment la nue propriété, l'usufruit, parce qu'elle dit, en fait, on ne peut plus déduire les intérêts d'emprunt sur le logement locatif en Grande-Bretagne. Donc, au moins, c'est moins intéressant qu'en France. Donc, comme quoi, il y a de la fiscalité. En fait, c'est là ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant dans la question de Florence, c'est aussi cette dimension de transmission. Est-ce que la SCPI, c'est un bon outil? La SCPI est un bon outil de transmission. Une fois de plus, c'est de l'immobilier. Donc, il y aura un acte notarié justement pour la transmission de vos SCPI. Maintenant, vous avez moyen de l'anticiper. C'est-à-dire que vous achetez des parts de SCPI, vous êtes plein détenteur de votre part de SCPI. Malheureusement, la vie fait que vous devez transmettre vos parts. Donc ça, votre part va passer chez le notaire et vous allez, en fonction de votre souhait, transmettre vos parts de SCPI. Maintenant, ça, vous avez la possibilité de l'anticiper avec le démembrement. C'est-à-dire que vous avez vos parts de SCPI et vous êtes à la retraite, vous avez besoin d'un complément de revenus. Donc la SCPI joue son rôle puisqu'elle va venir vous distribuer du loyer de manière trimestrielle. Et vous vous dites, tiens, il faut que je pense transmission, comment je peux transmettre ces parts? Eh bien, vous pouvez donner la nue propriété à vos enfants et vous gardez l'usufruit. Donc, si vous gardez l'usufruit, vous gardez le rendement puisque vous allez toucher le fruit de votre investissement. Et la nue propriété, la détention de la nue propriété sera à vos enfants. Et donc, au moment de votre décès ou à la fin du démembrement, qui peut être temporaire ou viager, s'il est temporaire, au bout des 10 ans, les parts se reconstituent et le nu propriétaire reprend l'intégralité des parts. Et sur un démembrement viager, c'est au décès que justement les parts seront. Le nu propriétaire deviendra plein propriétaire de l'ensemble des parts que vous aviez détenues. Parfait, merci pour cette réponse très précise. Caroline demande si je suis détenteur de SCPI en nue propriété, est-ce que je peux l'échanger en statut de pleine propriété plus tard quand le détenteur va avoir des revenus supplémentaires? J'espère que c'était clair. Alors, oui, c'est très clair. Lorsque vous faites de la SCPI en démembrement, vous avez une contrepartie en face, nu propriétaire usufruitier. Comme je le disais à l'instant, un démembrement temporaire, vous vous engagez sur une durée qui va pour les plus courtes, 5 ans, 7 ans, 10 ans,
15 ans, c'est assez rare, mais voilà, généralement, le démembrement de propriété, en termes de temps, le plus fréquemment, c'est entre 7 et 10 ans. Pendant cette période-là, vous êtes engagé. Donc, vous ne pouvez pas reconstituer vos parts et reconstituer la pleine propriété. Donc, c'est à la fin de ce démembrement temporaire que vous allez récupérer 100% des parts. Donc, si vous avez 100 parts, je vous prends un exemple, vous avez 100 parts, vous faites un démembrement sur 10 ans, la clé de répartition, elle est de 80-20. À peu près 80 pour le propriétaire, 20 pour l'usufruitier. Au bout de 10 ans, vous récupérez 100% des parts. Donc, au moment à l'ouverture du démembrement, vous allez payer 80, pour reprendre mon exemple, et à la fin du démembrement, vous allez récupérer 100. Et à ce moment-là, vous avez deux solutions. Soit vous voulez vendre vos parts pour récupérer votre capital, soit vous pouvez rester investi, et dans ce cas-là, le calcul du rendement se fera sur la valeur 100. Très bien, voilà une réponse très claire pour Caroline. Chèque demande, quel est l'avantage en termes de taxes d'investir en SCPI s'il y en a, et notamment pour nos non-résidents? On a déjà un petit peu abordé le point, mais la question c'est est-ce que c'est aussi un bon investissement sur le plan fiscal, sachant que bon, on a bien compris qu'il y a des questions ou pas de double imposition ou de convention fiscale, bien sûr, selon les pays. Exactement. Alors, il y a plusieurs niveaux de frais sur la SCPI, comme il peut y avoir plusieurs niveaux de frais lorsque vous faites de l'investissement locatif, je dirais, classique. Quand j'achète un appartement, j'y mets des frais de notaire, oui. J'ai des charges de copropriété, j'ai des charges de rénovation si besoin est, j'ai des charges exceptionnelles si le ballon d'eau chaude ne marche plus, etc. Voilà, il y a une multitude de cas. Sur la SCPI, vous avez différents niveaux de frais également qui sont détaillés sur le site de moneyone.fr en toute transparence. On vous donne tous les niveaux de frais. Vous avez ce qu'on appelle une commission de souscription qui est environ... alors sur nous, notre gamme, elle est de 8%. Et sur le marché, elle tourne aux alentours de 10%. Sur ces 8%, nous, on offre un avantage à nos clients, c'est-à-dire qu'on vous rembourse 2% de votre investissement. Et après, vous avez ce qu'on appelle des frais de gestion qui sont, eux, ponctionnés sur le rendement. Donc, si vous avez, par exemple, 10% de frais de gestion et que vous avez un rendement de 5,50, on va vous distribuer 5 net. Et c'est à peu près tout ce que vous supportez en termes de frais. C'est-à-dire que comparativement à un investissement, je dirais, locatif classique, tout ce qui est lié aux frais de notaire et aux frais de rénovation et aux charges exceptionnelles liées à l'usure de votre bien, ça, vous ne l'avez pas. Et effectivement, tous les tracas que vous pouvez avoir avec un locataire sont des choses qui sont en moins. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, en termes de frais, vous allez être mieux disant sur la partie SCPI que si vous achetez de l'immobilier en direct. L'inconvénient, c'est que en termes de rendement, vous allez être, entre guillemets, dans une range qui sera moins importante que si vous achetez un appartement parisien, vous êtes à peu près sûr que sur la valeur faciale de votre bien, au moment de la revente, vous allez faire de la plus-value. La SCPI, la plus-value, il faut le voir comme un bonus. C'est pas systématique. C'est un produit, une fois de plus, de rendement qui vise à distribuer des loyers. Donc ça, le loyer dans le temps, alors il faut jamais dire jamais, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais par le passé, on a rarement vu des SCPI qui étaient dans l'incapacité de distribuer du rendement. Donc ça, c'est une chose qui est importante également à noter. Mais donc, voilà, on peut comparer les frais entre un achat d'un appartement et un investissement locatif, je dirais de manière classique, et un achat de SCPI. Sur la partie SCPI, vous allez sur la durée avoir moins de frais. Par contre, sur le traitement fiscal du revenu locatif, que vous fassiez de la SCPI ou que vous fassiez un investissement locatif en direct, le revenu reste du revenu foncier. Et donc là, vous allez avoir la même, enfin, aux yeux de l'État français, une fois de plus, vous allez avoir la même
le même niveau d'imposition que vous fassiez de la SCPI ou un rendement locatif classique, en dehors de tout, je dirais, investissement fiscaux comme Pinel, par exemple, ou les anciens dispositifs qui font que vous pouvez vous optimiser fiscalement. Allez, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. Les internautes, posez bien vos questions. Hein. On a encore une petite demi-heure ensemble. C'est le moment. On a la chance d'avoir Antoine Ferraillon, le directeur de MoneyOne, avec nous sur ce sujet. Il y a certainement encore plein d'autres questions à venir. Vous pouvez utiliser le petit onglet questions en bas à droite ou le petit onglet chat. On est sur les deux, pas de souci. Je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous avez raté le début, pas de souci, vous pourrez le revoir pour également le partager avec vos connaissances, vos amis qui peuvent être intéressés par le sujet. Je vais prendre une question de Christophe, Antoine, qui prolonge un peu ce que tu viens d'aborder. C'est quel est le taux de rendement moyen? Alors, il met hors accident de ces 2 dernières années, donc il est fair, Christophe, et il pose des bonnes questions. Et il dit également qu'est-ce qu'on peut attendre de la valorisation du capital initial sur la durée. Tu as parlé d'une durée de 8 ans, par exemple, ou peut-être sur un peu plus. Alors, bonne question. Et ça me fait dire que j'ai pas forcément été, pas clair, mais quand vous achetez de la SCPI, effectivement, vous achetez un taux de rendement qui, lui, va être calculé sur votre capital. Les accidents qu'on a eus sur les 2 dernières années, ils se sont portés sur le capital. C'est-à-dire que j'ai mis 100, j'ai une baisse de 10%, il me reste 90, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur les 2 dernières années, le taux de rendement des SCPI, lui, n'a pas bougé. Donc, une fois de plus, c'est un exemple qui illustre bien le fait qu'on est sur un produit de rendement et non pas de plus-value. Même si, comme je le disais en introduction, acheter des SCPI aujourd'hui sur un niveau de valorisation qui, pour certaines, ont fait moins 15%, c'est la perspective de valorisation du capital sur la durée est plus importante que si je me situais 2 ans en arrière. Et donc, pour répondre, le rendement moyen des gammes de la gamme que l'on distribue, il se situe aux alentours de 5%, avec des disparités en fonction des produits. Le produit qu'on distribue, qui est le plus rémunérateur, rémunère 6,3% par an, et le moins rémunérateur est à 4,20%. Donc, en fonction du produit dans lequel vous allez investir, vous pouvez avoir différents rendements. Alors, vous avez sur le site moneyone.fr, une fois de plus, plein d'outils. On s'efforce de développer le maximum de simulateurs et d'outils vous permettant de calculer la valorisation de votre capital, le rendement trimestriel que vous allez avoir, le faire également à crédit pour regarder quel est le coût de mon crédit versus le rendement de mon investissement locatif et comment justement je viens gommer une partie de ce coût du crédit à travers le rendement locatif. Donc, je vous invite à venir jouer avec ces différents simulateurs pour vraiment appréhender l'investissement. Il n'y a rien de mieux que la preuve par l'image. Et puis, une fois de plus, on a des conseillers, si vous voulez, qui peuvent prendre leur temps pour vous expliquer ces différentes simulations. Je vous parlais du rendement, ce n'est pas le seul indicateur. Ne vous arrêtez pas uniquement à l'indicateur rendement pour investir. C'en est un parmi tant d'autres, mais le rendement n'est pas que je dirais l'indicateur phare. Et si je peux vous donner également un conseil, si vous achetez de la SCPI, n'hésitez pas à diversifier vos investissements. Vous pouvez très bien, les SCPI sont accessibles. Le produit le plus accessible chez nous est à 200 € en termes d'investissement pour acquérir une part. Donc, vous avez vraiment des produits vous permettant d'acheter 1, 2, voire 3 SCPI dans votre panier, ce qui vous permet, même si par essence le produit est diversifié, ça vous permet, vous, d'être encore plus diversifié lorsque vous achetez différents produits. La diversification, c'est le maître mot dans ces investissements. Mais voilà, ne regardez pas que le rendement, vous avez des tas d'autres indicateurs. Le taux d'occupation financier, par exemple, ça c'est un super indicateur lorsque vous regardez et que vous étudiez les SCPI. Vous avez le taux d'occupation physique. Donc le taux d'occupation physique, j'ai 100 bureaux, j'ai 100 locataires. Mon taux d'occupation physique, il est de 100%. C'est un bon indicateur, mais moi je préfère regarder le taux d'occupation financier.
Parce que si j'ai 100 locataires, mais que j'en ai 90 qui payent des loyers, parce que ça peut être ça existe, ça s'explique de différentes manières, renouvellement de bail, renégociation sur une année, des mesures d'accompagnement, etc., etc. Je reprends mon exemple, j'ai 100 locataires, j'en ai 90 qui me payent, j'ai un taux d'occupation financier qui est de 90%, ce qui est la moyenne marché. La moyenne marché des SCPI, on est sur un taux d'occupation financier qui est aux alentours de 90-93%. Donc, c'est également un indicateur important pour voir si justement les locataires payent le loyer, puisque ce loyer vous est destiné par la suite. Donc, c'est quand même intéressant de regarder s'il est bien versé par les locataires. Très bien. Florence demande quel est, justement là pour le coup pour bien comprendre, elle dit quel est l'intérêt d'une SCPI à 4,5 comparativement à celui à 6. Elle parle des rendements bien entendu. Très bonne question. Ce qu'il faut comprendre, que ce soit dans les SCPI ou n'importe quelle autre classe d'actifs, lorsque vous avez un taux plus important, c'est que généralement, vous avez un risque qui est également plus important. J'aime bien, pour expliquer ça, faire le comparatif avec les obligations. Alors, j'allais parler de la France, mais je ne sais pas si vous avez suivi hier, mais pour la première fois, la France emprunte plus cher que la Grèce. Donc, c'est pas forcément le bon exemple, mais imaginez que une obligation notée AAA par les agences, ça voudrait dire que le pays est très solvable. Et que lorsque vous prêtez de l'argent à ce pays, vous avez un risque très faible de perdre votre capital. En contrepartie, vous allez avoir un rendement qui va être faible. Si vous prêtez à un pays qui, lui, est dans une situation plus délicate, vous allez avoir un rendement supérieur, mais avec un risque sur le capital qui va également être supérieur. L'immobilier, c'est exactement la même chose. Lorsque j'achète un immeuble, lorsque le gérant achète un immeuble, je vous dis boulevard Haussmann à Paris, tout neuf, qui répond aux normes environnementales, dans lequel il est sûr et certain d'avoir un locataire, eh bien le rendement de cet actif va être plus faible que si vous achetez un entrepôt à Roissy, dans lequel vous n'êtes pas certain d'y avoir un locataire. Donc en fait, le risque va également se situer à ce niveau-là. Où sont situés mes actifs, qui sont mes locataires, et en fonction du positionnement de votre produit, eh bien, vous allez avoir des variations au niveau du rendement. Et donc, pour répondre à Florence, l'intérêt dans les deux, c'est d'avoir potentiellement les deux et d'allouer le montant investi en fonction du risque que vous souhaitez prendre. Et là, ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus de dynamisme sur des zones qui sont un petit peu plus tendues et en fond de portefeuille, avoir une valeur plus sûre qui va, elle, générer du rendement et sur lequel vous n'allez pas trop vous poser de questions quant à la durabilité de ce rendement, toujours dans une optique de détention long terme. Et dernier critère, je reprends votre exemple, 4,5-6%. Si moi, je suis fortement imposé, vous avez une TMI, par exemple, un taux marginal d'imposition à 40%, vous rajoutez à cela CSG, CRDS, vous laissez plus de la moitié de votre investissement locatif à l'État. Si j'investis du 6% en France, je suis pleinement taxé. Si j'investis du 4,5% en Allemagne, avec le frottement fiscal et du fait que les revenus fonciers sont inférieurs, l'imposition sur les revenus fonciers est inférieure en Allemagne versus la France, il est parfois plus intéressant d'aller acheter du 4,5% dans un pays qui va vous permettre d'optimiser votre fiscalité plutôt que de s'arrêter sur un rendement à 6% où vous savez que vous allez en laisser à la moitié à l'État. Donc vraiment, c'est un indicateur et il est toujours... c'est naturel, on est tous fait pareil. Quand on regarde les rendements, on a envie d'avoir le produit qui vous rapporte le plus. C'est humain. Maintenant, ce n'est pas le seul indicateur et c'est des choses qu'il faut regarder dans la durée, par le passé. Est-ce que c'est 6% ponctuellement ou est-ce qu'il sert 6% depuis 10 ans et puis après, regarder et étudier. Et là, on est là pour vous accompagner, pour vous dire quelle est la SCPI qui va répondre au mieux à vos attentes et à
à votre appétence en termes de risque. Tout le monde n'est pas fait pareil. Tout le monde n'a pas la même surface financière. Le risque, il s'appréhende également comme ça. J'ai 100 000 euros de côté, je suis prêt à investir 10, 20, 30 sans vraiment être très soucieux. J'ai 10 000 euros de côté. Bon, bah, quand j'investis, je vais peut-être un petit peu plus regardant parce que je veux faire justement fructifier au mieux mon argent sur la durée sans potentiellement prendre plus de risques que ça. Donc, c'est vraiment… Il y a autant de solutions qu'il y a d'épargnants. Alors justement, une question d'Emma qui demande si, je crois que tu as abordé, hein, tu as dit, est-ce qu'il y a un capital minimum? J'ai cru entendre que c'était 200 euros. Et je vais la compléter un peu, sa question, c'est qu'est-ce que tu recommanderais? C'est-à-dire, par exemple, c'est de faire des versements réguliers. Je sais pas, admettons, j'ai 200 euros d'épargne par mois. Donc, tous les mois, j'achète des parts de SCPI avec 200 euros. Ou est-ce que c'est mieux de verser un peu plus d'un coup pour éviter des frais? Est-ce que c'est mieux d'emprunter et d'acheter plus de parts d'un coup? Quel est un peu le bon modèle? Partons par exemple sur des épargnants qui ont un petit peu moins d'argent au départ et qui pourraient se constituer sur la durée. Oui. Alors, par pure conviction, je dirais personnelle, ça va dépendre également de votre âge et de où vous êtes dans votre carrière ou dans le cycle de la vie. Si vous avez 60 ans, acheter de la SCPI à crédit, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Par contre, vous êtes jeune, vous avez la quarantaine, ce qui est mon cas. La SCPI à crédit, je juge que c'est relativement intéressant puisque je peux… alors, une fois de plus, on est sur de l'investissement long terme, donc il faut comprendre que l'argent que je vais immobiliser, ce n'est pas de l'argent où on peut se dire, tiens, j'ai un coup dur l'année d'après, il faut que je rachète une voiture. Racheter ses parts, là, vous allez avoir un frottement au niveau des frais qui fait que vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est dans comment j'aborde l'épargne, il faut se faire un plan. J'ai X euros de côté, je sais que je peux en prendre un certain pourcentage pour un investissement long terme et je n'y touche pas. Ça, c'est un des premiers conseils que je peux vous donner. Ensuite, en fonction de comment vous souhaitez la détenir et de comment vous êtes professionnellement et sur le cycle de la vie, comme je vous le disais, le crédit peut être un bon choix. Moi, personnellement, je l'ai fait à crédit parce que je l'ai fait, j'avais 38 ans. J'avais une petite somme que je pouvais immobiliser pendant un certain temps. Bénéficier de l'effet de levier, ça c'est quand même sympa. Je vais vous prendre un exemple. Pour reprendre l'exemple des 10% d'apport, j'amène 5 000 euros. La banque m'en prête 45. Mon investissement et le retour de mon investissement, mes loyers sont calculés sur une base de 50. Je le fais, je vous dis n'importe quoi, sur 10 ans. Eh bien, je vais avoir un effort d'épargne qui va être amoindri du fait du rendement de ma SCPI. Et donc ça, alors c'était encore, je dirais, mieux il y a 2-3 ans, parce qu'il y a 2-3 ans, les taux étaient très bas. Quand vous empruntiez à 2 et que vous aviez des revenus à 5, là, vous aviez un effort d'épargne qui était minime. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'effet de levier est quasiment en phase. Vous avez des rendements de SCPI qui se situent à peu près au même niveau de votre coût de crédit. Donc, ça vous demande un petit effort d'épargne. Malgré tout, lorsqu'on fait je ne connais pas beaucoup d'investissements qui permettent de venir compenser 60, 70, 80% du coût de mon crédit, même si j'ai un petit effort d'épargne à faire par la suite. Mais comme je le disais en introduction, on rentre dans un cycle qui s'inverse, où les taux, en tout cas immobiliers, sont voués à eux baisser. Et donc, on va pouvoir retrouver un effet de levier qui est important et intéressant pour les investisseurs. Donc oui, l'investissement à crédit est une bonne idée, mais une fois de plus, ça dépend de votre situation personnelle. Tu me parlais d'investissement programmé. Alors oui, nos SCPI, les SCPI vont de la part à 200 ou à 1000 euros, ça dépend des produits. Et sur tous nos produits, vous avez la capacité de mettre en place des versements programmés. Ces versements programmés, ils vont de 20 euros par mois à 100 euros. Ça, vous pilotez votre épargne, mais comme vous le souhaitez.
Et donc, c'est un investissement qui se fait de manière mensuelle. Je vais vous prendre l'exemple de la part qui est à 200 euros. Lorsque vous achetez une part à 200 euros, vous êtes détenteur de votre part et le rendement va être calculé sur ces 200 euros. Vous êtes par contre obligé d'être propriétaire d'au moins une part pour mettre en place les versements programmés. Oui. C'est statutaire au niveau de la société civile qui émet ces parts. J'ai acheté ma part à 200 euros et je mets en place un versement programmé de 20 euros par mois. Eh bien, au bout de 10 mois, vous aurez compris que vous allez acquérir une part pleine. Et c'est au bout de ces 10 mois que que vos parts vont re-rentrer en jouissance. Alors, pendant ce temps-là, pendant ces 10 premiers mois, votre argent ne dort pas, il est rémunéré. Il est rémunéré à hauteur du rendement de l'année N-1 minoré de 10%, puisque ils sont investis dans les comptes courants d'associés de la société civile. Et donc, ce n'est pas directement investi sur l'immobilier. Donc, il y a une décote par rapport à ça. Mais ça vous permet justement de programmer votre épargne et de piloter au mieux. Donc, ça, c'est valable sur la SCPI. Mais c'est également valable sur l'assurance vie ou tout autre actif. Et si je peux vous donner un autre conseil, dans les investissements que vous faites, l'investissement programmé est pour moi la meilleure des solutions pour diminuer votre risque. Je vous donne un autre exemple. Vous achetez une part ou une action qui vaut 100 euros. One shot, vous mettez vos 100 euros. Votre prix de revient, il va être égal à votre valeur d'entrée, 100. Si vous achetez tous les mois, vous mettez tous les mois 100 euros sur la valeur de l'action. L'action, elle a peut-être fait 95, 93, puis 97, puis 102, etc., etc. Ça va vous permettre de rentrer sur différents points de marché et donc de vous constituer un prix de revient moyen qui va être plus intéressant que si vous rentrez d'un coup d'un seul sur le produit. Donc ça, sur la SCPI, sur tous les autres actifs, l'investissement programmé, Hervé, pour répondre à ta question, c'est une très bonne solution patrimoniale qui permet justement de lisser son risque par rapport à son coût de revient. Parfait. Allez, on va encore prendre quelques questions. Là, il nous reste encore un quart d'heure. J'ai une question de David. Alors, je t'avoue que toi, tu vas comprendre et tu vas pouvoir bien nous expliquer, mais je te la pose comme ça. Il dit quelle est la différence entre des nouvelles et des vieilles SCPI. Il appelle ça des vieilles SCPI. Quels sont les avantages? Les vieilles SCPI ont des vieux locaux, donc des travaux, des normes. Alors voilà, je te laisse aussi expliquer un peu de quoi il s'agit pour qu'on comprenne. C'est une excellente question. David doit être un peu sachant sur la classe d'actifs. Effectivement, quand on regarde sur les 2 dernières années qui viennent de se passer, les SCPI qui s'en sont le mieux sortis sont les nouvelles SCPI. Donc, c'est celles qui, quand on parle de nouveauté, c'est une SCPI qui s'est créée en 2024, 23, 22, etc. etc. Lorsqu'une SCPI se crée, pour la constituer, il faut acheter des actifs. Et ces actifs, il y a différentes manières d'acheter et différents types d'actifs. Il y a effectivement, comme le disait David, l'immeuble ancien qu'il faut rénover. Il y a l'immeuble tout neuf qui vient de sortir de terre, aux normes, bien situé, proche des transports, etc., etc. Où là, on sait qu'on a un coût de rénovation qui va être plus faible. Eh bien, effectivement, les SCPI qui sont jeunes et qui investissent dans des actifs qui sont eux également jeunes, ils vont avoir un coût de structure qui va être entre guillemets plus faible. Maintenant, les SCPI, alors quand on parle de vieilles SCPI, une SCPI qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gérants sont également, je dirais, payés pour rénover leur parc immobilier, arbitrer des actifs. J'ai un actif qui est vieux que je veux céder pour acheter un actif plus jeune, eh bien je fais mon arbitrage. Et justement, c'est au gestionnaire de piloter au mieux le patrimoine au sein de sa SCPI. Tout simplement également parce que les usages et les normes ne sont plus les mêmes. Le Covid a révolutionné l'accès au travail. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à réduire, par exemple, le nombre de mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles imposent du télétravail ou du flex office. Et donc, c'est aux gestionnaires de ces immeubles de réaménager ces locaux pour justement répondre aux besoins de ces locataires.
relouer les espaces qui ont été libérés, etc., etc. Donc, vieille ou jeune SCPI, effectivement, quand on regarde sur les 2 dernières années, les SCPI qui ont les rendements les plus importants sont les SCPI qui se sont fraîchement constitués. Et là, je reprends mon exemple. Comme pour vous, un gérant de SCPI, il préfère acheter ses immeubles quand ils ont décoté de 30%, plutôt que de les avoir achetés il y a 5 ans au plus haut du marché en ayant subi une baisse. Donc, effectivement, les vieilles SCPI ont été plus, je dirais, assujettis à une revalorisation de leurs actifs, puisque ce sont des actifs immobiliers qui ont été détenus depuis un certain temps. Mais c'est là où c'est intéressant sur les vieilles SCPI, c'est de se dire, mon actif a décoté. Maintenant, ça reste quand même un immeuble avec une valeur. L'acheter au moment où la valeur est au plus bas, ça a du sens. Et sur les plus jeunes, elles se sont pour la plupart constituées des actifs sur les 2 dernières années et un patrimoine qui a permis bien de pérenniser un certain rendement sur la durée, justement du fait de cette constitution par rapport à un marché, je dirais, avec des valorisations nouvelles. Et une fois de plus, il faut avoir les capitaux pour pouvoir investir. Une SCPI plus vieille sera parfois plus en mesure d'arbitrer des actifs qu'elle a amortis sur la durée. Je cède mon actif et j'en achète un nouveau, puisqu'il faut également, pour investir, il faut injecter des liquidités. Et pour injecter des liquidités, il faut qu'il y ait une certaine confiance des épargnants dans le produit. Et quand on regarde depuis 2 ans, c'est comme, je dirais, toute classe d'actifs. Quand une classe d'actifs baisse, les épargnants la fuient. Et aujourd'hui, quand on regarde les niveaux de collecte sur le marché SCPI en 2024 et on compare par rapport à 2023, même 2022, on a des baisses qui sont significatives. Donc, pour un gérant, lui, s'il veut arbitrer des actifs ou acheter des nouveaux actifs, il faut que les épargnants, eux, achètent des parts nouvelles pour justement confier leurs avoirs et permettre aux gérants de venir investir dans d'autres immeubles. Donc, pour un gérant de nouvelle SCPI, si lui, il va venir pâtir, je dirais, de la mauvaise presse de la classe d'actifs et qu'il n'a pas forcément d'argent à injecter pour racheter de nouveaux immeubles, il peut également se retrouver dans une situation où venir constituer le patrimoine peut être compliqué. Donc, il y a des avantages et des inconvénients en fonction des vieilles et des nouvelles SCPI. Très bien, merci pour ta réponse. Allez, on est dans des toutes dernières questions et puis après, je voudrais également que tu puisses nous donner un mot de la fin. Thomas demande quelle est la variabilité du rendement en fonction du risque. Et Florence demandait quel est le risque maximum de la SCPI la plus risquée chez vous. Alors, le risque maximum, c'est assez, le risque. On est sur un produit qui n'est pas garanti en capital. Donc, le plus gros risque auquel vous vous exposez, c'est que votre patrimoine immobilier, sa valeur soit égale à 0. Mais là, il faut également être rationnel et regarder dans le passé. Un actif immobilier, il aura toujours une valeur. Donc, le risque maximum pour le matérialiser, vous mettez 100 000, vous achetez un appartement 100 000, il vaut 0, vous avez perdu vos 100 000 euros. C'est à peu près le même mécanisme si je grossis volontairement le trait. Oui. Maintenant, voilà. On est sur, une fois de plus, on parle d'immobilier, on parle d'actifs immobiliers. Donc, et les 2 dernières années ont été un exemple. Il y a des SCPI qui ont des cotés de 30%. Donc, vous aviez mis 100 000, il vous reste 70. Il faut le prendre en compte. Et donc, ça, c'est le risque sur le capital et le risque locatif. Là, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très, très rare quand on achetait. D'ailleurs, je ne connais pas de telle situation par le passé, une SCPI qui est dans l'incapacité de vous distribuer du revenu. C'est jamais arrivé, puisqu'il y a tellement de locataires qui répondent à différents secteurs d'activité. Il peut y avoir des cas très ponctuels, mais une fois de plus, on est dans
On n'est pas dans quelque chose alors ça l'est plus aujourd'hui, mais ça l'était moins au moment du Covid, de rationnel. Mais j'ai que des murs de commerce, confinement pendant 3 mois. Je sais que pendant 3 mois, s'il n'y a pas de mesures, comme on a pu le faire en France, permettant aux entreprises de continuer de payer leurs salariés et leurs charges, c'est compliqué pour celui qui est détenteur des murs. Et malgré tout, quand on regarde dans le rétro, pendant le Covid, le taux d'encaissement des loyers global sur le marché français était à plus de 90%. Donc vous voyez que c'est quand même un produit qui a une capacité de résilience qui est propre à la classe d'actifs. Vous achetez pas de l'action, vous achetez pas de l'obligation, vous achetez pas de crypto-monnaie. Vous achetez du tangible, de la pierre et de l'immobilier avec tout l'aspect sécuritaire qu'il peut avoir. Allez, on va arriver au terme de ce webinaire, mais avant, j'aimerais que tu m'expliques, Antoine, comment parce que nos internautes, comme on l'a vu, sont un petit peu partout sur la planète, comment se déroule un investissement à distance avec MoneyOne, donc à travers la plateforme, et aussi, je dirais, derrière la partie la gestion, parce que souvent, ils sont loin, nos expatriés, ils sont un peu, il y a des décalages horaires, ils rentrent pas forcément souvent, ou voire même très… Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez un parcours 100% digital où vous pouvez consulter les produits, leur rendement, les fiches de chaque produit, les rapports trimestriels, des tas d'éléments qui vous permettent justement de comprendre le produit dans lequel vous allez investir. Il n'y a rien de pire que d'investir dans un produit que l'on ne comprend pas, parce que quand ça se passe mal, on n'a pas su pourquoi. Je vous reprends un exemple. Les 2 principaux risques des SCPI, c'est la perte en capital, scénario qu'on a vécu sur les 2 dernières années, et l'illiquidité. L'illiquidité, c'est j'ai une somme de vendeurs supérieure à la somme d'acheteurs. Je reprends l'exemple de mon appartement. J'ai un appartement, il est à un prix, je veux le vendre, je n'ai pas d'acheteur. Eh bien, je porte mon appartement jusqu'à ce qu'il soit vendu. L'immobilier, on est dans le même principe. Et je vous parlais tout à l'heure de l'attrait de la SCPI par rapport aux épargnants. Aujourd'hui, on est dans une situation où, comme on a vécu 2 années de baisse, on a une somme de vendeurs qui est supérieure à la somme des acheteurs. Donc, celui qui veut récupérer son argent tout de suite, de manière immédiate, il peut parfois se retrouver dans des situations compliquées. Donc, vous avez tous ces éléments et en toute transparence pour justement vous aider à appréhender le produit dans lequel vous allez investir. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous directement avec les conseillers sur le site moneyone.fr. Vous avez une rubrique rendez-vous où vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseillers. Et là, s'il y a des décalages horaires, on fait en sorte d'échanger avec vous pour vous accompagner dans votre tunnel de souscription. Et une fois que vous êtes investi, vous avez un espace client. Et cet espace client, il reprend l'ensemble des informations dont vous avez besoin. Évidemment, le nom de votre produit, l'argent que vous avez placé, la somme des loyers qui vous ont été distribués et tous les documents réglementaires vous permettant de suivre votre investissement sur la durée. Donc là-dessus, c'est vraiment… ça a été fait, moneyone.fr, pour donner de l'autonomie à nos clients. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes lâché dans la nature. On a un devoir de conseil et d'accompagnement et on est également régi par rapport à ça, par rapport à l'autorité des marchés financiers. Nous, on a certaines contraintes auxquelles on doit répondre. Justifier du conseil dans la durée, c'en est un. Donc, il est hors de question pour nous, une fois qu'un client a investi, de le laisser se débrouiller tout seul. On se veut le plus accessible possible et disponible surtout. Donc, vous ne serez pas abandonné aux 4 coins du monde sans rien pouvoir faire sur le site. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même un produit qui est particulièrement adapté à des gens qui ne sont pas sur place, à des expatriés. Une fois de plus, en termes de simplicité et de charges, entre guillemets, liées à la gestion d'un appartement. Effectivement, moi, je suis à l'étranger, j'achète un appartement en France et je dois y gérer un locataire.
Ça peut être très compliqué. Le locataire ne paye pas, ou il faut faire des travaux, ou il faut intervenir dans l'appartement. Il y a les réunions de copropriété, etc., etc. Effectivement, à l'étranger, ça peut vite devenir, sauf à ce qu'on ait quelqu'un sur place qui puisse gérer pour soi, mais ça, une fois de plus, ça a un coût. La SCPI répond en termes de simplicité par rapport à un investissement locatif classique, répond à l'annulation de l'ensemble de ces contraintes. Vous achetez des parts de SCPI et vous touchez un rendement qui est trimestriel. Voilà, c'est assez simple. Alors évidemment, la simplicité de gestion a un coût, puisque c'est la société de gestion qui le fait pour vous. Et c'est les coûts que je vous ai détaillés tout à l'heure, avec la commission de souscription et les frais de gestion qui sont prélevés sur le rendement. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les internautes. Merci Antoine Ferraillon, directeur de toi, Hervé. Pour cette heure passée ensemble sur cette thématique, investir en SCPI, quels avantages pour les expatriés. Une fois de plus, les internautes, dans quelques instants, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, si vous voulez le revoir, le partager à vos amis, il y aura un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours également avec la vidéo YouTube. Merci à tous pour vos questions, pour le temps passé. Bonne soirée, bonne journée selon où vous êtes. Et encore merci Antoine. À très bientôt. Au revoir. Merci à toi Hervé. Et si j'ai pas eu le temps de répondre aux questions, je vous invite à me les poser par mail. J'y répondrai avec grand plaisir. Bonne fin d'année à toutes et à tous, où que vous soyez. Profitez bien. Et encore merci Hervé. Merci à tous. Au revoir. Merci Antoine. Merci, au revoir. Au revoir.